Alors, cette semaine, je reçois le directeur de l'Agence française de développement de Martinique, Nicolas Picciotino. Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à toutes et tous, à tous les auditeurs et les auditrices. Donc, tu as accepté de parler un peu de ton parcours, de nous parler des missions de l'AFD en Martinique. Donc, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Nicolas Picciotino, j'ai 40 ans, je suis papa de 2 enfants et marié. Ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à la tête de l'agence de Martinique pour l'Agence française de développement. Un très beau métier, très beau challenge et en 3 ans et demi, j'ai eu le temps d'apprécier ce superbe territoire qui a beaucoup de défis, mais qui a aussi beaucoup d'opportunités à relever avec un territoire passionnant, des sujets passionnants. Pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai commencé au lycée Louis le Grand. Il faut savoir que je suis à moitié italien, donc comme mon nom l'indique. Mon père est italien, j'ai la double nationalité et mes 2 parents sont profs. Donc j'ai toujours eu une éducation qui m'a poussé vers essayer de bien travailler à l'école et puis ensuite voir vers quoi ça nous amène. Après ce lycée, j'ai fait une classe préparatoire, un peu le parcours classique, classe préparatoire HEC. J'ai fait ensuite une école de commerce, le SCP, l'école supérieure de commerce de Paris. Et là, j'ai eu un moment un peu important dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai fait tout ça. À la base, je voulais devenir trader. Je voulais gagner beaucoup d'argent, etc. Voilà. Et en rentrant à l'ESCP, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Que c'était bien de gagner de l'argent, effectivement, c'est confortable, mais que je voulais surtout avoir un impact sur la société, sur le fonctionnement du monde. On commençait à parler du changement climatique, de toutes ces problématiques auxquelles on est malheureusement maintenant confronté de plein fouet. C'était il y a 20 ans. Mais tu en parlais déjà avec tes parents de ça? J'en parlais avec mes parents, je me renseignais aussi. C'était un sujet qui commençait à monter il y a 20 ans et qui, moi, m'a vraiment perturbé. Je me suis dit, en fait... on peut faire de la finance autrement que juste en boursicotant sur les marchés financiers. On peut trouver des moyens de faire de la finance avec de l'impact. Et moi, c'est ce qui a vraiment drivé toute ma carrière, essayer de rechercher de l'impact. Alors, comme il y a eu cette petite crise existentielle, du coup, j'ai complètement arrêté la finance et je me suis dit, je vais faire de l'économie du développement. Voilà. Donc après, j'ai fait... c'est là où tu fais ton master? Exactement, c'est là où je fais mon master. En fait, je suis sorti de l'ESCP avec une double spécialisation, finance et économie, mais à l'ESCP, on ne faisait pas vraiment d'économie du développement, donc j'ai fait un master à l'école d'économie de Paris, spécialisé en économie du développement, où là, vraiment, j'ai touché du doigt ce que c'était que le développement. Mais quand tu fais ça, en fait, tes copains en fait de l'époque, ils te disent quoi? Écoute, j'ai gardé beaucoup de liens avec mes copains de l'ESCP. Effectivement, on n'a pas du tout eu les mêmes parcours. Ouais, c'est ça. Mais j'ai gardé des liens. En fait, l'école, c'est 4 ans dans un microcosme, dans un écosystème qui fait que tout ce qu'on vit, c'est un petit peu, c'est condensé. Et donc, ça crée des liens d'amitié hyper forts. J'ai un de mes témoins d'ailleurs qui est issu de l'école. La plupart des copains qui sont venus me voir en Martinique, c'est marrant, mais c'est des gens de l'école. Là, je repars encore, on fait la croisière aux Grenadines avec des copains de l'école. Donc, pourtant, ils n'ont pas les mêmes métiers que moi. C'est ça, mais ils te disent quoi, en fait? Mais que, en fait, il a craqué, peut-être, ou c'est quoi cette histoire? Non, c'est pas vraiment il a craqué, mais c'est vrai que c'était pas forcément les mêmes aspirations. Après, je pense qu'on est très respectueux des parcours de chacun. On n'a beau pas forcément avoir les mêmes opinions politiques, les mêmes visions sur comment est-ce que le monde doit fonctionner. On reste très respectueux des parcours de chacun et je trouve que c'est hyper important, ce respect. Et du coup, on échange. Et c'est aussi, moi j'aime beaucoup échanger avec des gens qui n'ont pas le même point de vue que moi, parce que ce sont des gens très intelligents. Pour le coup, je les ai aussi, je les ai vus, je les ai expérimentés. Et discuter avec des gens intelligents qui n'ont pas le même point de vue, ça fait aussi beaucoup réfléchir et ça permet, je trouve, en tous les cas pour moi, de structurer encore plus fort mes idées. Voilà, donc en fait, tu deviens économiste de formation et tu fais des publications.
Tout à fait. Et je commence d'ailleurs à bosser en Outre-mer, comme quoi tout de suite. Et puis après, j'y reviens en Martinique, mais je pars en Guyane. En Guyane. Voilà, Guyane, 2 ans. Je travaille à l'IEDOM, donc l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer. Je suis économiste et je travaille essentiellement sur le bulletin trimestriel. Tu sais, à l'IEDOM, il y a une particularité, c'est qu'ils sortent des chiffres sur l'économie à M+3, enfin mois +3, donc 3 mois après, ce qui est pour l'économie hyper tôt. Tu sais que là, on commence à regarder, à avoir des chiffres sur 2021, des chiffres consolidés, alors que 2022 vient de se terminer. C'est un peu paradoxal. Et donc, on a bossé sur un modèle auquel j'ai participé qui permettait d'anticiper un petit peu la sortie de ces chiffres, avec beaucoup d'enquêtes d'opinion, des agrégations. Enfin bon, bref, ça reste de l'économie, avec des structures, des modèles financiers. On sent la passion, mais alors qu'est-ce que le petit Parisien, en fait, qui arrive en Guyane, se dit? Je me dis que la première impression que j'ai eue en arrivant en Guyane, c'est marrant, hein, je la garderai toujours. Là, déjà, la première, c'est quand je descends de l'avion, je me prends ces 90% d'humidité, je me dis, oh, j'ai failli arrêter de respirer. Et là, je me dis, waouh, où est-ce que je suis? Et puis, je sors de l'aéroport et je vois des panneaux français. Tu sais, les panneaux de signalisation français. À côté de ça, t'as la jungle, vraiment la forêt amazonienne. Puis, je me prends évidemment des trompes d'eau. Bon, évidemment, il pleut pas tout le temps en Guyane, hein, c'est pas vrai. Mais quand il pleut énormément pour le coup. Et là, je me dis, waouh, ça aussi, c'est la France. C'est hyper intéressant. Voilà, j'ai envie de découvrir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément voyagé à travers la Guyane. Je suis allé un peu partout. En plus, grâce à l'IEDOM, j'ai pu descendre. Tu sais, il y a un tiers de la Guyane qui est interdite. Et donc, du coup, j'ai pu avoir les autorisations pour y aller. Je suis allé à Saül. Enfin, j'en ai vraiment bien profité. J'ai appris à faire du wakeboard sur une pirogue. Enfin, on a dormi dans des carbets. C'était exceptionnel. Vraiment, des moments que je garderai à vie dans mon cœur. La connexion aussi avec la population, finalement, parce que tu découvres. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais ces liens, de toute façon, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait avec des Guyanais, et notamment avec un de mes collègues qui s'appelle Claude Véraud, que j'ai gardé comme copain. Je suis retourné en Guyane en 2019, on s'est revus, ça m'a touché avec Thierry aussi. Ça, c'était mon voisin qui travaillait au rectorat, donc la connexion avec les profs, etc. Toujours qui reste là, à l'éducation qui est toujours importante. J'ai gardé vraiment de super potes de Guyane, et c'est eux qui m'ont fait découvrir la Guyane en fait, parce qu'il n'y a pas meilleure façon de découvrir un territoire qu'avec les gens qui l'habitent. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc et puis évidemment la beauté aussi de voir décoller des fusées. Le centre spatial, c'est incroyable. Ouais. La première fois que j'en ai vu une, le sol qui tremble, c'est dingue. Donc après la Guyane, tu fais quoi? Après la Guyane, du coup, je rentre à Paris. Je rentre à Paris et je continue à bosser sur les Outre-mer. En gros, je fais le job de consolider tout ce que font les gens qui étaient dans les 9 territoires ultramarins à l'IEDOM. Il y avait un mec qui le consolidait. Et j'ai pris sa place. Voilà, parce qu'il a évolué. Ouais. Et du coup, j'ai eu cette opportunité-là. Oui. Je fais ça pendant 4 ans. J'améliore un peu les modèles, etc. Mais c'était globalement agréger des informations et puis continuer à produire des notes en fait de conjoncture et puis sur des sujets un peu divers et variés. Continuer le métier d'économiste conjoncturiste. Sauf que c'est pas ce à quoi en fait tu pensais, puisque finalement il y a la FDI qui arrive. Ouais, tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que l'IEDOM, quand je suis recruté à l'IEDOM, je suis recruté avec un contrat AFD. Pendant très longtemps, en fait, l'IEDOM et l'AFD avaient les mêmes contrats. Il y avait une union économique et sociale qui a disparu en 2018, mais on garde quand même ces liens dans les territoires d'outre-mer. Par exemple, là, on a fait le gala de fin d'année, donc en décembre 2022, on l'a fait de nouveau avec l'IEDOM. Pendant 2 ans, il y a eu la pause à cause du Covid, on pouvait plus organiser d'événements, mais il y a quand même cette proximité très forte entre l'AFD et l'IEDOM. Donc j'avais un contrat à l'AFD, c'était un passage un peu naturel de rejoindre l'AFD. Ça faisait aussi 6 ans que je faisais de l'économie et je me disais l'économie c'est bien, mais j'ai envie d'avoir un peu plus d'impact. En gros, écrire des notes c'est bien, mais à un moment j'ai envie aussi de mettre en pratique ce que je sais. Parce que ce qui est difficile en tant qu'économiste, c'est que tu dois toujours avoir, en tous les cas économiste pour une banque centrale comme l'IEDOM, tu dois toujours avoir un point de vue qui est objectif. Et donc c'est difficile de dire ce que tu penses, genre t'as pas le droit. Après t'apprends à distiller des petits messages, mais quand même c'est pas c'est un peu compliqué. Et d'autre part je me disais que j'avais quand même des connaissances qui me permettaient de mettre un petit peu plus, si tu me passes l'expression, les mains dans le cambouis en fait.
Il y a ça, il y a le fait que l'AFD, on recherche des financiers, parce que c'est difficile, c'est une agence de développement, mais c'est une institution financière dont le métier principal, c'est de faire des prêts dans des contextes difficiles. Est-ce que tu peux justement nous parler des missions, parce qu'elles sont quand même assez importantes, et en fait, la population ne connaît pas forcément l'AFD. Oui, bien sûr. On en parle très peu, enfin, dernièrement, oui, parce qu'il y a une campagne de communication qui a commencé. Mais est-ce que tu peux nous parler des missions de l'AFD, en fait, sur les territoires? Ouais, bien sûr, évidemment. J'espère que, quand même, depuis 3-4 ans, on entend plus parler de l'AFD. En tous les cas, moi, j'ai mis en place, ça fait partie voilà, ça fait partie de mon rôle de directeur, hein, d'arriver à porter ces messages. L'Agence française de développement, c'est l'agence qui a été chargé par l'État de mettre en œuvre les 17 objectifs de développement durable, les 17 ODD. Suite à différentes conférences internationales dans les années 2000, on s'est dit qu'on allait se fixer des objectifs. C'était les objectifs du millénaire dans les années 2000. On se dit en 2030, on va éradiquer la pauvreté, on va donner l'accès à l'eau potable pour tout le monde, etc. Donc il y a 17 objectifs qui englobent les grandes problématiques du développement. Et l'AFD, on est en charge de les mettre en œuvre. Voilà, ça c'est la big picture, si tu me passes cet anglicisme qui est un peu horrible. Et après, tu vas me dire, bon, okay, concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Oui, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour la personne, le profane qui comprend pas, qui sait pas. En gros, notre objectif, c'est d'essayer de favoriser, de financer les projets de développement durable. Et c'est ce qu'on fait dans les pays. Dans l'ensemble de nos géographies, c'est-à-dire qu'on a un rayonnement qui est mondial. On a 50% de nos engagements qui sont en Afrique, mais on a aussi 20% en Asie, 20% en Amérique latine, et puis 10% dans les Outre-mer. Où vraiment ce mandat, c'est exactement ça, investir dans des infrastructures durables. On l'a un peu résumé sous forme d'un slogan pour la Martinique. Notre objectif, c'est d'essayer de favoriser une transition durable et solidaire du territoire. Durable, parce que c'est le développement durable, c'est la lutte contre le changement climatique qui nous impacte assez fortement, malheureusement. On est sur une île, notamment la montée des eaux a un impact hyper fort, on s'en rend pas compte, mais dans 10 ans, on va avoir une partie, les plages seront plus les mêmes. Et d'ailleurs, moi je suis là depuis 3 ans et demi seulement, mais quand on discute avec des gens qui sont là depuis très longtemps, ils te disent que on l'a vu, l'érosion, notamment à Tartane. D'ailleurs, on travaille avec la ville de Trinité sur une étude qui va permettre de modéliser de combien vont être réduites les plages et les falaises à cause de cette érosion à 10 ans. D'accord. Donc l'AFD, en fait, fait du conseil, fait des études et fait des prêts. Ouais, exactement. Et donc répond aux enjeux spécifiques des Outre-mer. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu, donc justement tu parlais un peu de Trinité, donc comment, est-ce que qui peut en fait obtenir des prêts de l'AFD? Est-ce que c'est seulement les collectivités locales? Est-ce que ce sont des porteurs de projets? Comment ça se passe? Alors, en Martinique, on travaille en grande partie avec le secteur public. Le secteur public, c'est les collectivités, mais aussi tout ce qui est fonction publique hospitalière. On travaille beaucoup avec le CHUM notamment, on a travaillé avec eux pendant le Covid, on leur a financé les équipements en riposte Covid, on travaille... Partenariat aussi avec la CAF. Avec la CAF, évidemment. Ça, c'est plus pour toucher les personnes défavorisées, les plus jeunes aussi. On travaille beaucoup avec la CAF sur la rénovation des plateaux sportifs. Parce qu'on est convaincu que le sport a un impact positif sur le développement. On arrive à sortir des jeunes de la pauvreté grâce au sport. On arrive aussi à montrer que le sport véhiculant un certain nombre de valeurs qui sont positives à notre sens, ça peut permettre de donner des nouvelles chances à des jeunes. Donc on fait ça, on travaille aussi avec des associations pour tout ce qui est prise en compte du handicap, prise en charge du handicap. On travaille avec l'ADAPI notamment, super association qui prend en charge. Donc les associations peuvent effectivement solliciter des prêts. Tout à fait, elles le font d'ailleurs, elles le savent. On travaille aussi avec Ecomobile, par exemple, une ressourcerie qui emploie des personnes qui sont en réinsertion et qui leur permet de rénover des outils informatiques, des vélos. Voilà, on travaille avec ces associations. Donc, et puis on travaille aussi avec le privé, quand même. Ça, c'est important. C'est une petite partie de notre activité, mais on travaille avec le privé et on travaille avec le privé
sur 2 grandes thématiques. La première, c'est les énergies renouvelables. On a financé tous les gros projets d'énergie renouvelable du territoire, les éoliennes à Grand-Rivière, la centrale biomasse Albioma. On travaille aussi avec une PME martiniquaise qui s'appelle Systeco pour le déploiement de panneaux photovoltaïques sur toiture. Hyper important, Systeco, c'est une réussite dont il faudrait qu'on parle plus. Il y a 6 ans, ils étaient 3, ils sont 55 et ils agissent sur l'ensemble des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Vraiment, c'est un super projet. Et puis, on travaille aussi sur l'hôtellerie, parce qu'il y a un vrai besoin d'arriver à structurer une offre plus importante en termes de chambres. On sait que la Martinique, en haute saison, elle n'arrive pas à accueillir tous les gens qui voudraient venir. Et donc, on a besoin d'hôtels. Mais nous, ce qu'on essaye de porter comme message, c'est OK, faisons des hôtels, mais faisons des hôtels durables. Alors, à chaque fois qu'on a un projet, on va leur demander, est-ce que vous avez pensé à mettre des panneaux solaires sur le toit? Est-ce que vous avez mis des systèmes de récupération d'eau de pluie? Est-ce que vous avez pensé à employer des employés martiniquais, locaux? Est-ce que vous avez pensé au circuit court? Voilà, on essaie et on n'interviendra que si toutes ces cases sont cochées, parce que on a des grilles d'analyse qui sont pour respecter le développement durable. D'accord. Donc, en 2021, vous avez octroyé quand même 193 millions d'euros. Oui, tout à fait. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup, mais on en a besoin. C'était la crise en Martinique, 2020-2021, c'est le Covid. Alors, même si on a mieux résisté que dans l'Hexagone, il y avait un vrai besoin d'investissement. Et donc, on a travaillé avec la CTM, on a travaillé avec le CHU, on a travaillé avec pas mal de communes. On travaille avec 30 des 34 communes de Martinique, quand même. Voilà, on travaille avec les 3 EPCI. Donc oui, il y avait un besoin d'investissement et puis il y avait un besoin surtout d'investissement public. Voilà, après ça on va revenir je vais reprendre ma casquette d'économiste, mais dans l'économie, il y a quand même 2 grandes thématiques. En gros, soit on se dit que c'est le marché qui va tout régler, soit on se dit que l'État a la nécessité d'intervenir. Nous, on croit plus à ça. On croit plus que l'État doit investir. On croit à l'investissement public et c'est ce qu'on réalise. D'accord. Donc en fait, l'argent que vous octroyez vient de l'État. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ça va devenir technique. 1 minute, je te promets, mais pas plus. En gros, on va emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Donc, il y a des gens qui nous prêtent de l'argent, des investisseurs, qui nous prêtent de l'argent parce que ils savent qu'on va investir dans des projets de développement durable. Ça s'appelle, on émet ce qu'on appelle des obligations vertes. La France a été un des premiers pays à émettre des obligations vertes. C'était l'AFD qui était à la base de ça. Et en gros, les gens nous prêtent de l'argent à des taux intéressants parce qu'on leur dit vous cherchez moins la rentabilité que l'impact. Vous nous prêtez de l'argent, par contre, vous êtes sûr que ça va être bien investi. Enfin, bien entre guillemets, selon nos critères à nous. Oui. Ça va être bien investi. En tous les cas, ça va respecter un certain nombre de critères, notamment de développement durable. Vos projets vont avoir un impact positif ou neutre sur le climat, pas d'impact négatif. Typiquement, on finance pas les hydrocarbures, par exemple. Impossible à l'AFD. Et donc, en fait, on emprunte cet argent et on va ensuite le reprêter. Et c'est là que l'État intervient. C'est que à chaque fois que les projets, plus le projet a un impact positif sur le climat, moins il va coûter cher. Et donc, les taux d'intérêt vont être baissés parce que l'État nous donne de l'argent. Et en gros, ce qu'on dit souvent à nos partenaires, c'est plus sévère, moins c'est cher. Et pendant très longtemps, on avait des projets qui, quand ils étaient 100% climat, on les appelait 100% climat, on avait un outil qui s'appelait le prêt vert, qui était à taux zéro. C'était à l'époque des taux bas. Oui, maintenant, on sait tous, on le voit. Oui. Voilà, les taux ont remonté de façon exponentielle. Ça reste des taux qui sont hyper intéressants. Là, en ce moment, les taux sont plutôt à 4%. Les prêts verts, ils sont à 1,5, 2%. Donc, ça reste quand même des prêts hyper intéressants. Donc, en fait, ce que tu dis, en fait, chaque programme est financé et pensé pour bénéficier aux populations, au territoire. Donc, sur les secteurs éducation, santé, lutte contre le changement climatique. Il y a aussi égalité hommes-femmes, il me semble. Ouais, tout à fait. Accès à l'eau, offre de transport. Ouais, on a financé le TCSP. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, et aussi l'emploi local aussi profite des investissements que vous faites. Ah, bien sûr. L'idée, c'est de travailler avec les forces vives du territoire. Bien entendu. On essaye toujours de favoriser l'emploi local lorsque, on laisse la main quand même à nos contreparties pour passer les appels d'offres, mais lorsqu'ils ont besoin de nous, on va toujours leur suggérer des clauses favorisant l'emploi local. Bien sûr, l'idée, c'est que cet argent, ils sont investis sur le territoire, mais au bénéfice des entreprises du territoire et à la fin des citoyens du territoire, bien sûr. Donc finalement, est-ce que ce que tu fais depuis plusieurs années répond en fait à
à ton rêve de vouloir en fait avoir un impact sur les populations? Oui, bien sûr. Moi, je suis hyper heureux de bosser à l'AFD et encore plus d'être revenu entre guillemets sur le terrain. Voilà, c'est la suite de la Guyane. J'avais commencé tout jeune sur le terrain et j'avais vraiment envie de revenir parce que je trouve que c'est là on voit le plus l'impact que l'on a. C'est hyper gratifiant, je trouve, d'aller voir les projets qui sortent de terre, d'aller discuter avec les bénéficiaires et puis d'essayer d'avoir un vrai impact. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de discuter avec les décideurs, avec les maires, avec le préfet, avec le président Serge Letchimy de politique publique et d'essayer évidemment en restant très humble, mais d'essayer de pousser les sujets qui nous tiennent à cœur et notamment la lutte contre le changement climatique et le développement durable de manière générale. Et tu penses sincèrement que toutes les associations en fait de l'île savent ce qu'est l'AFD? Ah non, bien sûr que non, et c'est d'ailleurs, j'espère pour ça que je suis là. Je sais que Fusion, vous avez une diffusion assez large, et j'espère que beaucoup d'associations verront cette émission et qu'elles viendront nous voir. C'est l'objectif. On a beaucoup d'argent, on en investit beaucoup sur le territoire, mais on en a encore beaucoup derrière. Donc ça c'est le message, mais c'est le message que je passe à chaque fois que je vais à la télé, à la radio, que je fais des interviews dans les journaux. Venez nous voir. Si vous avez un projet développement durable, venez nous voir. Il n'y a pas de raison qu'on le finance pas. D'accord. Développement durable, et si c'est plutôt côté santé? Et si c'est côté santé, personne. Évidemment, si c'est côté santé et aide à la personne, énorme sujet pour le territoire, le vieillissement, la silver economy, on est très investi et d'ailleurs, on travaille avec l'ARS et la CTM, on finance une étude sur l'impact du vieillissement de manière générale sur la société martiniquaise. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place les structures pour mieux le traiter, pour mieux le gérer? Et moi, je le vois en plus comme une superbe opportunité de garder nos jeunes sur le territoire. On sait aussi que c'est un énorme sujet, la pyramide des âges, des peuplements de la Martinique 2040, le département le plus vieux de France, etc. Enfin, tous ces trucs qui font pas forcément très plaisir. La cause principale, c'est quand même le départ des jeunes, parce qu'on n'arrive pas à les garder. Et pourquoi on n'arrive pas à les garder? Parce que s'ils ont envie de faire des études un peu spécifiques, on n'a pas les formations ici. Et puis après, ils partent dans l'Hexagone, ils partent aux États-Unis, au Canada, et puis ils n'ont pas forcément envie de revenir parce que c'est pas très attractif. Cette problématique de la silver economy, si on arrive à créer une filière globale avec des formations où on assure aux jeunes que à la fin de ces formations, ça peut être des formations de 1, 2, 3, 5 ans, comme ils veulent, à la fin, ils ont un boulot, en plus ils vont aider leurs années, je suis sûr qu'en plus on arrivera à faire revenir des jeunes sur le territoire. Et pourquoi pas se dire, transformer on en parle beaucoup comme étant un problème, ce vieillissement de la population, pourquoi ne pas le transformer en opportunité et se dire, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être pilote sur le traitement du vieillissement? Parce que il n'y a pas qu'à la Martinique que les gens vont vieillir. On vit mieux, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, du coup, en France aussi, dans l'Hexagone, on va vieillir et peut-être moins rapidement. Mais donc, du coup, si on a cet avantage-là, on pourrait ensuite pouvoir dupliquer les idées qui ont été créées en Martinique. D'accord. Donc, plutôt une vision positive, en fait, pour demain. Ah oui, bien sûr. Toujours positif. Toujours positif, toujours optimiste. Sinon, ça sert à rien de vivre. On va y arriver, bien sûr. Il y a beaucoup de défis, mais on va y arriver. Donc, j'ai vu que vous accompagnez le plan séisme anti. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Le plan séisme anti, on l'accompagne sur son volet confortement mise aux normes parasismiques des écoles. Il y a un chiffre qui m'a particulièrement choqué quand je suis arrivé en Martinique. 30% des écoles en 2019 étaient confortées parasismiquement. 30% des élèves étaient dans des écoles confortées parasismiquement. Quand on parle et quand on entend parler du Big One qui va nous impacter un jour, je me dis que c'est pas possible parce que l'inverse, c'est que 70% des élèves sont dans des écoles où s'il y a un séisme, elles risquent de s'écrouler. Alors en plus, moi j'ai des enfants qui sont dans des écoles qui sont pas confortées parasismiquement, mais il y a pas, évidemment ça m'a perturbé, mais pas que. Ce qui m'a encore plus perturbé, c'est que l'État met beaucoup d'argent. Là, il y a 600 millions qui sont mis à disposition des Antilles pour les conforter, ces écoles. Et donc, du coup, à l'AFD, on a créé un package qu'on met à disposition des communes et qui répond à l'ensemble des problématiques. Les communes, elles sont dans une situation financière compliquée. Elles n'ont pas les moyens de faire les avances sur les subventions. Tu sais que ça, c'est un énorme sujet. Ouais. Les subventions sont versées lorsque les services ont été réalisés, les travaux ont été faits. Et si tu n'as pas de trésorerie, du coup, tu peux pas lancer. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on préfinance les subventions. Donc, on va faire l'avance et puis elles nous remboursent au bout de 3, 4, 5 ans, lorsque les travaux ont été réalisés. Il y a aussi un manque d'ingénierie, parce qu'elles sont dans une situation financière compliquée, notamment parce qu'elles ont une masse salariale trop élevée. Il y a
trop d'employés municipaux, c'est comme ça, c'est les ratios. Il y a tout un sujet sur le traitement social du chômage sur lequel je reviens pas. C'est un sujet politique. Moi, je fais pas de politique. Par contre, je fais un constat, c'est que la masse salariale est trop élevée et donc du coup, les communes ont moins les moyens d'investir. D'un autre côté, elles ont besoin d'ingénieurs pour faire des chantiers. Donc, on peut pas leur dire, il y a trop de personnes et embaucher des ingénieurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur met gratuitement à disposition des consultants, des ingénieurs évidemment, qui vont venir définir les besoins, monter les plans de financement, suivre les travaux et à la fin faire les remontées de factures. Et avec tout ça, ils seront accompagnés. Elles sont accompagnées, mais vraiment de A à Z, hein, de l'étape de réflexion à la remise des clés pour l'école confortée. Quelquefois, ça va être aussi des aides à la prise de décision. Est-ce qu'on va détruire une école pour en reconstruire une, parce que ça coûte trop cher de la détruire, enfin de la conforter, cette école-là? Est-ce que ça vaut pas le coup aussi de réorganiser? On détruit une école, on en reconstruit une à un autre quartier parce que la commune a évolué et que les bassins de population ont changé et donc que cette école elle serait mieux dans un autre endroit. Il y a cette problématique notamment aux marins. Hein. On le sait, quand on passe aux marins à 16h, c'est quand même très très embouteillé parce que les écoles sont sur l'axe principal. Oui. Le maire a pris ce sujet à bras-le-corps en se disant est-ce qu'on peut pas un tout petit peu les éloigner? Voilà. Et donc, on a ces ingénieurs, on a ces préfinancements, et puis après, on préfinance à des taux préférentiels, on finance, à des taux préférentiels le reste à charge communale qui est entre 5 et 10% seulement du montant, parce que c'est des opérations qui sont subventionnées à 90%. Donc ça, c'est un vrai package, un vrai programme qu'on soutient. Et qui répond à un besoin réel, en fait. Et qui répond à un énorme besoin sur le territoire martiniquais. On peut pas, moi, j'aurais vraiment beaucoup de mal à me dire qu'il y a des enfants qui seraient morts dans une école parce que on n'a pas pris le temps de la conforter parasyspiquement. Parce que c'est juste du temps. Hein. On a tous les moyens pour le faire. Donc, ça commence à se savoir, mais c'est vraiment un message que je passe très régulièrement. Il faut que les maires des communes viennent nous voir pour qu'on travaille sur ces programmes. Et il y a une ville vraiment que je mets en exemple qui l'a déjà fait. 100% des écoles confortées parasyspiquement, c'est Rivière-Salée. Il y a Le Marin qui s'est engagé, il y a Casse-Pilote qui s'est engagé. Donc on sent que ça y est, ça commence à partir, mais on a beaucoup de moyens là aussi là-dessus. Venez nous voir, vraiment c'est important. D'accord. En tout cas, l'avenir semble clément. Écoute, si on n'a pas le big one, ouais. Mais oui, globalement, oui. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Nicolas. En tout cas, j'espère que maintenant, beaucoup sauront ce qu'est l'AFD, ce que vous proposez, les missions que vous proposez sur le territoire et l'impact, en fait, aussi réel que vous proposez. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. À très bientôt. À bientôt.